Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue en direct au siège de la Dépêche du Midi, où nous lançons ce soir avec vous, mais aussi en présentiel, vous le verrez avec nos participants tout à l'heure, le Salon des maires de la Haute-Garonne. Vous le savez, les exécutifs municipaux sont désormais tous installés et nous avons souhaité nous associer à l'AMF 31 pour lancer un petit peu ce Salon des maires, alors qui a été, crise sanitaire oblige, il a été digitalisé et même reporté à octobre 2021. Mais entre maintenant et octobre 2021, nous avons souhaité faire vivre ce Salon des maires et nous emparer des sujets qui touchent les collectivités en donnant des rendez-vous réguliers autour de la thématique des collectivités locales. Alors ce soir, c'est le premier rendez-vous, la première table ronde que nous avons voulu consacrer aux finances locales, les collectivités face au risque du Covid. Vous verrez que les conséquences, notamment financières, sont importantes pour la vie de nos collectivités locales, qu'il s'agisse de communes, de communautés de communes, voire de métropoles et de départements, mais aussi de la région. Nous en discuterons avec nos différents intervenants. Sachez que 2 autres tables rondes seront organisées dans les mois qui viennent pour continuer à traiter des sujets qui intéressent les collectivités avant la tenue physique du Salon des maires, nous l'espérons en octobre 2021, une fois que cette crise sanitaire sera derrière nous. Alors, pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Auberty. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le maire d'Aigues-Vives, président du SICOVAL, mais vous êtes surtout ce soir avec nous parce que, en votre titre de président de l'Association des maires de France de Haute-Garonne. L'Association des maires de France de Haute-Garonne, c'est environ 600 adhérents, 586 communes et à peu près 25 EPCI. Alors, si on jargonne un peu, effectivement, il y a du grand public. EPCI, c'est les communautés de communes, pour faire simple. Mais je sais que beaucoup d'élus se sont inscrits pour nous suivre en direct, donc vous êtes familier avec ce langage. Georges Méric, merci beaucoup. Vous êtes le président du conseil départemental de la Haute-Garonne et vous avez souhaité participer à ce débat. Et nous en sommes ravis. Karine Traval-Michelet, bonsoir et bienvenue. Vous êtes la maire de Colomiers, également vice-présidente de Toulouse Métropole. Denis Turel, vous êtes le maire de Carbone et président de la communauté de communes du Volvestre. Vous nous expliquerez notamment pour les communes plus rurales et les EPCI plus ruraux quel impact la crise porte sur vos collectivités. Et enfin, Olivier Livrosé, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur territorial à la Banque des Territoires et vous êtes un des interlocuteurs privilégiés des communes, des collectivités, d'où votre présence. Alors, Jacques Auberty, vous êtes le nouveau maire, surtout le nouveau président de l'AMF 31. Vous êtes désormais installé. Alors, est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement le décor dans quel état les exécutifs municipaux ont débuté leur mandat face à une crise sanitaire qui a frappé en premier lieu les communes, surtout? Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur Bousquet. Bon, l'association des maires de Haute-Garonne effectivement représente l'ensemble des maires du département, mais aussi les présidents d'intercommunalité. Et dans le sujet qui nous intéresse ce soir, cela a de l'importance de le préciser. Alors effectivement, ce mandat a démarré dans une situation relativement singulière. Vous le savez, puisque le premier tour des élections municipales a eu lieu à la date prévue, mais très rapidement, d'ailleurs le lendemain même, nous sommes rentrés dans le premier confinement. Et cela, bien évidemment, est arrivé de façon assez abrupte, en tout cas pour les élus que nous sommes. Et rapidement, les maires se sont mobilisés pour jouer pleinement leur rôle. Vous le savez, un maire est d'abord l'élu de son territoire, le représentant du conseil municipal, avant tout, certes, mais c'est aussi le représentant de l'État. Et dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans lequel nous nous trouvons, qui plus est, il a une mission particulière de pouvoir porter aussi la parole de l'État, agir pour le compte de l'État, un peu comme un agent de l'État. Donc l'état d'urgence lui confère cette mission plus que d'habitude, en quelque sorte. Donc les élus se sont retrouvés dans une situation assez paradoxale. Les nouveaux élus, en tout cas ceux qui avaient été élus pleinement au premier tour, n'ont pas pu rentrer en fonction. Dans les communes, les
les plus importantes de la Haute-Garonne, qui représentaient à peu près une vingtaine de pourcents des communes, il y avait l'attente du second tour, qui n'a eu lieu que bien plus tard, vous le savez bien. Et ce sont les élus sortants, en quelque sorte, et les maires sortants, les présidents sortants, qui ont assuré la gestion de cette crise. Et je pense qu'on peut en savoir gré d'ailleurs les maires sortants qui n'avaient pas prévu de se représenter, d'avoir prolongé dans une situation particulièrement complexe leur mandat pour servir leur population. Parce que vous savez que le maire, c'est par excellence la femme ou l'homme qui vise à protéger en fait sa population, et ça a été particulièrement le cas durant cette période. Alors justement, on est ici pour parler ce soir de l'impact du Covid sur notamment les finances locales de vos collectivités. Quelles ont été les conséquences, on va dire, immédiates de la crise sanitaire? Les communes, vous avez une vision panoramique en tant que président de la MF31. Est-ce que toutes ont dû faire face à des dépenses qui forcément n'étaient pas prévues puisque cette pandémie n'était pas prévue? Alors, même si effectivement le premier confinement a été assez radical, interdiction de sortie ou presque, sauf pour pouvoir donc effectuer ces achats alimentaires de première nécessité. C'est un sujet d'ailleurs d'actualité. Mais pour autant, les communes, les collectivités, les maires, les présidents d'intercommunalités ont dû subvenir aux besoins. Si on prend le cas des achats alimentaires, il a fallu faire en sorte que les plus démunis puissent continuer à pouvoir s'alimenter. Mais réellement, là où les maires ont joué un rôle majeur, c'est sur la question de la continuité des services publics. Je prends quelques exemples. Souvenez-vous, au mois de mars, la nécessité d'accueillir les enfants des personnels prioritaires, des hôpitaux, puis ensuite cela a été des policiers, des pompiers, etc., y compris dans les écoles aussi. Il a fallu, dans des conditions complexes de mise en œuvre de ces services, assurer la continuité avec des charges qui n'étaient pas prévues. Souvenez-vous aussi, nous n'avions pas de masques, le gel hydroalcoolique manquait, les masques coûtaient très cher, et d'ailleurs il était même très difficile d'en acheter. L'association des maires a réalisé des commandes groupées de plusieurs millions au niveau national, réparties ensuite dans les territoires. Il a fallu désinfecter les locaux avec du personnel supplémentaire. La mise en place aussi des centres Covid, où les collectivités ont mis à disposition des locaux. Il a fallu prêter du matériel, des ordinateurs, mettre en place de la sécurité aux alentours pour contrôler la venue des personnes dans les centres Covid. Donc il y a eu effectivement, durant cette période, des charges liées à la gestion de la crise dans l'urgence, face à un État qui, lui, n'avait pas forcément prévu toutes ces dépenses. Nous avons travaillé avec l'Agence régionale de santé, avec le Conseil de l'ordre des médecins, avec les services de l'État, en faisant remonter la réalité du terrain, mais dans le même temps, nous assumions aussi l'ensemble des charges pour ces services essentiels, ces services de proximité. Puis nous avons approché, alors on peut dérouler effectivement donc le film de ce qui s'est passé, la sortie du confinement, au mois de mai. Et là, il a fallu se poser la question de l'équipement en masque de l'ensemble de la population. Les achats de masques, la mobilisation de l'ensemble des dispositifs pour les distribuer. Puis les choses ont encore évolué, la reprise effectivement du scolaire dans des conditions très particulières, où là aussi la désinfection, le personnel supplémentaire a généré effectivement des charges, quand dans le même temps, un certain nombre de services n'étaient plus assurés, et donc les recettes correspondant à ces services, je pense par exemple au centre de loisirs, ne rentraient plus dans les collectivités, donc une forme de manque à gagner. Qui a été quasi immédiat d'ailleurs. Du coup, les recettes se sont arrêtées quasiment du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Alors, une partie aussi des factures ont été suspendues parce que, effectivement, nous avions affaire à des usagers qui n'avaient, pour certains, plus de revenus ou des revenus affaiblis, notamment liés au chômage partiel.
Se sont posées aussi des questions d'accompagnement social, et je pense que les élus qui sont ici en parleront beaucoup mieux que moi, plus précisément, mais l'accompagnement social a été développé. D'un côté pour les citoyens de nos territoires et les plus démunis particulièrement, l'accompagnement aussi des entreprises, où nous sommes intervenus, c'est plus dans les prérogatives des intercommunalités, donc là aussi des charges supplémentaires, et finalement des dispositifs auxquels nous ne nous attendions pas forcément. Nous sommes le 25 novembre, journée nationale de lutte contre les violences conjugales faites aux femmes, et il a fallu là aussi développer des moyens complémentaires compte tenu de la recrudescence de ces phénomènes sur les territoires. Voilà quelques exemples. Ça, c'est côté dépenses. Côté recettes, j'ai parlé effectivement des manques à gagner liés à l'arrêt des services, mais surtout le fait d'avoir donc vécu dans le même temps une période avec des perspectives de baisse de recettes, en tout cas en termes aussi de marge de manœuvre, et là aussi nous y reviendrons sans doute dans le détail. N'oublions pas que nous sommes sur une année supplémentaire de suppression de la taxe d'habitation, avec des marges de manœuvre moindres. Certaines communes ont perdu énormément dans ce cadre-là, on l'oublie souvent. Et puis, bien évidemment, l'impact aussi de la crise économique au niveau des entreprises, et donc là aussi des difficultés liées à des futures rentrées fiscales, non compensées d'ailleurs valeur aujourd'hui par l'État. Un effet de ciseau qui se manifeste de plus en plus. Je pense que les années 2021-2022 seront les pires, sans doute, nous y reviendrons. La nécessité, parce que effectivement les collectivités ont énormément contribué à la gestion de cette crise avec des charges supplémentaires, et c'est une demande de l'Association des maires de France, de nationaliser en quelque sorte ces charges. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut aujourd'hui regarder donc devant, regarder l'avenir. On attend de nous aussi que nous contribuions au maximum au plan de relance. Or, compte tenu de l'augmentation des charges, des baisses de recettes, évidemment, les marges de manœuvre des collectivités sont limitées, affaiblies. Et donc, si l'État ne nous vient pas en aide, si le gouvernement ne décide pas de nous aider, en tout cas pour atténuer nos charges, nous risquons d'être dans l'impossibilité de pouvoir accompagner le plan de relance, alors même que nous estimons que nous sommes les mieux placés pour travailler dans la proximité, avec les entreprises particulièrement. On va revenir un petit peu sur cette quadrature du cercle qui vous est demandée, vous, collectivités, moins de ressources, davantage de dépenses. Un mot peut-être, Georges Méry, on a vu tous les échelons des collectivités ont été mobilisés dans cette crise. L'élu, on voit bien, à travers le témoignage de Jacques Auberti, a été souvent en première ligne, parce qu'il y avait quand même parfois, sans l'élu, il ne se passait pas grand-chose sur le territoire. Comment le conseil départemental a affronté cette crise, on va dire, immédiate, et puis après on va peut-être parler des problèmes de dépenses supplémentaires. Bien, le conseil départemental assume d'abord ses obligations. Nous avons géré la situation en protégeant nos agents. Aujourd'hui, nous avons 2000 agents en télétravail. Le premier temps de la crise, on en avait 1300. Avant la crise, on n'en avait que 300. Donc une grosse organisation qui a permis quand même en temps et en heure de payer les allocations, à savoir le RSA, à savoir l'allocation à lutte handicapée, à savoir l'APA. Et c'est très important. Ce sont des chiffres importants, les familles attendent, elles ont été payées, même pendant le premier confinement, en temps et en heure. D'autre part, il a fallu, nous aussi, acheter des masques. On a distribué 4 millions de masques en Haute-Garonne, à la place de l'État. Alors que ce n'est pas votre métier initial d'acheter des stocks de masques. Du tout, mais 4 millions, ça fait de l'argent, surtout les premiers. Qui étaient chers. Qui est très très cher. Et puis, on a réorganisé, disons, l'action sociale. Et quand on fait un bilan, mais je reviendrai sur l'action sociale si vous m'accordez la parole, quand on fait le bilan, le Covid nous aura amené 70 millions de dépenses supplémentaires. Et nous aura enlevé, notamment en droit de mutation, 35 millions d'euros. Ça veut dire qu'en Haute-Garonne, l'année 2020, le Covid 2020, nous aura coûté 105 millions d'euros.
Et comment on fait face quand Eh bien, on on est fait une face parce collectivité? qu'on a été sérieux, parce qu'on a un budget très solide et parce qu'on passera sans problème cette année, l'année prochaine. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour les maires ici présents et qui nous écoutent. Nous avons déjà travaillé le budget 2021. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour la population. Nous allons verrouiller notre fonctionnement et notre investissement, et pour les maires c'est important, sera à minima à 200 millions d'euros, ce qui permet d'accorder, parce que nous sommes aussi les partenaires de Eh proximité oui. de toutes les communes et les intercommunalités de Haute-Garonne, d'accorder les nécessités pour avoir une relation et un partenariat avec l'ensemble des communes et des intercommunalités. Et donc 35 millions premier confinement et 35 millions ce confinement aujourd'hui, avec des dépenses importantes, hein, à savoir, par exemple, vous voulez quelques exemples? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, par exemple, premier confinement, ça a été une ligne d'aide aux acteurs du territoire. Alors ça, c'est une aide personnelle, hein, personnalisée. Ce n'est pas une aide économique. C'est-à-dire des agents économiques, c'est-à-dire agriculteurs ou commerçants, artisans, petits TPE, auto-entrepreneurs qui n'ont plus de ressources, qui ne peuvent pas aller faire les courses pour manger, eh bien, ils peuvent déposer un dossier. Et nous avons, en partenariat avec les communes et les intercommunalités, 21 commissions territoriales qui accordent des sommes du conseil départemental entre 500 et 1500 euros. Les bons solidaires pour l'ensemble de la population, notamment les jeunes, 150 euros. Et pour les familles, 300 euros. On a distribué depuis mars dernier 40 000 bons solidaires en Haute-Garonne. Ces mesures d'urgence que vous avez déclenchées après le premier confinement, est-ce qu'elles se poursuivent dans le temps aujourd'hui? On les poursuit et on les complète. D'accord. Donc l'aide à la vie associative, par exemple, est reconduite 3 millions d'euros. L'aide aux acteurs du territoire, 3,5 millions. On ajoute les jeunes de 18-25 ans qui ne peuvent pas avoir le RSA et qui sont aujourd'hui à la dérive parce qu'ils n'ont pas les petits jobs qui leur permettent de vivre. Donc là, c'est une allocation et une volonté, par exemple, de leur donner de quoi se nourrir là aussi. Hein. Ça veut dire que ces dépenses que vous avez engagées un peu dans l'urgence, qui se pérennisent ces derniers mois, est-ce qu'elles vont être appelées à durer dans le temps, par exemple sur le budget 2021? Sur le budget 2021, elles seront certainement pérennisées. J'espère pas au niveau actuel parce que j'espère que nous n'aurons pas un troisième confinement et qu'on évitera la troisième vague, parce que ça serait vraiment délirant au point de vue économique, au point de vue social. Parce que, attention, le tsunami social n'est pas encore là. Hein. On va y revenir tout à l'heure, Donc, Georges Américain. Ouais, Donc, vous voyez, effectivement. ce sont des dépenses très importantes et on a un effet ciseau aussi sur notre budget, comme les communes, des dépenses plus importantes en avance sociale et moins de recettes fiscales. Et 2021 passera. Alors en 2022, après, on est dans un autre monde. Et il faudra bien que l'État et les collectivités territoriales se rencontrent pour organiser quand même une certaine solidarité. On va y revenir. Alors, Karine Traval-Michelet, vous êtes à la tête de la deuxième commune du département, Colomiers, quand même commune très importante de l'agglomération de la métropole toulousaine. Concrètement, pour vous aussi, le Covid, ça a été des dépenses supplémentaires non prévues. Est-ce que vous avez réussi à quantifier, à budgéter un petit peu ce surplus de dépenses ? Je souhaiterais d'abord compléter ce qui a été dit et qui était très intéressant, puisque très concret finalement dans les actions que nous menons sur nos territoires, puisque comme l'a rappelé Jacques Auberti, nous sommes les premiers élus de proximité, les maires vers lesquels la population se tourne. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a le sentiment d'être un peu les laissés pour compte de tous les plans de l'État. Je donne un exemple très concret. Toutes les collectivités territoriales ont continué de rémunérer leurs agents, et ils sont parfois nombreux, le président Méric vient de le dire, mais ça a été le cas sur la commune de Colomiers, de rémunérer leurs agents en totalité, quand bien même ceux-là étaient effectivement chez eux en indisponibilité, puisque lors du premier confinement, tout le monde restait chez soi. Nous avons dû organiser très très rapidement les mises en télétravail, mais qui étaient encore très peu utilisées. Et donc ça, on oublie souvent de le dire, parce que certains croient, je l'ai entendu, y compris de certains députés qui ont souhaité répondre à nos plaintes, que nous aurions fait des économies.
Alors je voudrais bien savoir lesquels, parce que si en effet les entreprises ont bénéficié, et on doit le saluer, des dispositifs du paiement de chômage partiel pour leurs salariés, ce n'est absolument pas le cas pour les collectivités territoriales. Et nous avons fait un point d'honneur à assurer tous les paiements de toutes les rémunérations de tous nos agents, y compris les contractuels, pendant toute la période. Donc c'est quand même important parce qu'aujourd'hui, et dès le déconfinement, quand il a fallu revenir avec encore plus de force et de vigueur auprès des populations pour assumer nos compétences de proximité, eh bien les agents municipaux étaient là. Et même pendant la crise, ceux qui ont été réquisitionnés l'ont fait avec beaucoup d'engagement. Donc ça, c'est le premier point. Et les communes sont aussi intervenues. Je veux donner quelques exemples concrets pour la ville de Colomiers en termes de dépenses, parce que parfois, on a le sentiment que certains sont un petit peu déconnectés des réalités du terrain. Nous accueillons dans les écoles de Colomiers 3500 enfants, 98% des jeunes dans notre cantine municipale scolaire. Et un tiers d'entre eux bénéficient de la gratuité de la cantine scolaire ou de la semi-gratuité. Ils se sont retrouvés chez eux et les parents n'ont plus pu bénéficier de cette gratuité. Et on a vu très bien pendant la crise monter les difficultés, et Georges Méric le sait, on l'a partagé, des difficultés du panier de la ménagère, tout simplement, de la famille, pour faire les courses. Alors immédiatement, on a mis en place des bons de soutien alimentaire pour toutes ces familles qui étaient en difficulté. Voilà un autre exemple concret de l'accompagnement. Les seniors, tous les CCAS, les centres communaux d'action sociale de toutes nos communes, ont été fortement mobilisés. Toutes ces personnes âgées, parfois isolées, on a dû les accompagner encore davantage. Moi-même, j'ai donné les instructions pour que certaines personnes âgées qui jusque-là ne bénéficiaient pas de l'accompagnement personnel à domicile, du portage des repas à domicile, puissent être accompagnées. Et on a, de fait, augmenté nos prestations dans ce domaine. Donc toutes ces dépenses, elles sont bien réelles, elles sont bien concrètes et elles sont bien au bénéfice des populations, et heureusement. Et en effet, nous n'avons fait strictement aucune économie, bien au contraire, puisque toutes les prestations au titre de nos activités, à la haie, etc., ont été bien sûr supprimées. Et donc, nous avons eu des recettes en diminution, ce qui fait que les effets ciseaux dont tout le monde parle, et c'est un terme très connu et très usité, et il va l'être encore davantage demain par tous nos collègues élus, et bien cet effet ciseau, il se manifeste aujourd'hui à plein. À plein. Et concrètement, du coup, vous avez réussi à chiffrer ces dépenses supplémentaires que la ville de Colomiers a dû engager pour cette crise ? Alors pour la ville de Colomiers, c'est pratiquement à aujourd'hui 2 millions d'euros. Sur un budget de la ville qui tourne sur un budget de la ville qui est de 65 millions d'euros en dépenses de fonctionnement, mais sur une épargne, c'est ce qu'il faut regarder. C'est notre perte en rapport de l'épargne, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ça diminue notre épargne de moitié. Ouais. Voilà. Donc, ça hypothèque l'avenir. Quand on parle de la relance et de la relance en matière d'investissement, et on sait très bien, parce qu'on a un exemple, c'est la crise de 2008 et de 2009, et on sait très bien que les collectivités ont été les premières à soutenir la relance à travers l'investissement public. Si on ne peut pas le faire parce que notre épargne aura été trop fortement diminuée, évidemment que nous ne pourrons pas soutenir le plan de relance. Et là aussi, sur le plan de relance en matière d'investissement, très peu de choses pour les collectivités territoriales. On va y revenir, je suppose. Effectivement, on va revenir sur 2 points tout à l'heure, c'est-à-dire comment les collectivités vont pouvoir ou pas participer à la relance, dans quelle mesure, et la perspective sur les recettes à venir, savoir un petit peu quelle compensation l'État, quel dialogue vous voulez engager avec l'État. Vous parliez d'une grande rencontre, je crois que c'était Georges ou Jacques Auberti qui disait, voilà, on va essayer de dialoguer avec l'État pour trouver
trouver des solutions pour les années 2021-2022. Alors, Denis Turel, on va se tourner vers le sud de la métropole toulousaine. Vous êtes le maire de Carbone et président également de la communauté de communes du Volvestre, alors un territoire plus rural. Est-ce que dans la ruralité ou la semi-ruralité, les problèmes ont été les mêmes pour vous ou est-ce qu'ils ont été plus difficiles encore ? Bonsoir. Je pense qu'on peut dire, et mes collègues l'ont bien précisé, qu'ils ont été les mêmes, mais amplifiés de manière différente. Mais pour reprendre votre titre de manière un peu provocante, je ne dirais pas les collectivités locales face au Covid. Je dirais les collectivités locales face au défi de la réforme des finances publiques de l'État. Et on y reviendra sûrement, parce que le Covid n'est finalement qu'un révélateur, un cristallisateur de la situation dans laquelle sont les collectivités. Mais avant de parler finances, pour moi, l'impact premier, il est humain. Et je pense que Karine et Georges et Jacques en ont parlé. Le premier, c'est qu'on a eu dans nos territoires à faire face aux citoyens, parce que nos services publics n'ont pas fermé. On a été présents. Et on a eu à faire face à l'ambivalence des décisions. Il ne faut pas faire comme si cette crise, qui était certes totalement inédite, totalement imprévue, mais l'ambivalence des décisions portées, voire l'incohérence des fois, les citoyens, ils n'allaient pas voir le préfet ou le ministre, ils allaient voir le maire, le président d'Interco, pour nous demander le conseiller départemental, le conseiller régional. Et effectivement, il fallait à ce moment-là, dans une discordance sanitaire, il faut aussi le rappeler, risque par risque. Moi, j'ai le souvenir que dès les premières semaines, à Carbone, on fait faire des masques par des petites couturières en tissu. Le CIPIAS, qui est un organe d'État qui garantit la doctrine sanitaire, nous dit interdiction de faire des masques en tissu, pour nous dire une semaine après, faites-en. Quand vous êtes élu et que vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions au plus près, expliquer ça, parce que tu l'as dit Jacques, on représente certes l'État, mais on représente aussi la cohérence républicaine sur les territoires. Et je dois dire que là, on a été un peu mis à mal. Et finalement, si je devais résumer ce que les élus, mais les collègues nous entendent, on a été à la fois des fois interprètes et traducteurs de décisions incompréhensibles. Encore aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas le sujet, donc je n'y vais pas. Et je vous en remercie. Mais j'aurais bien eu envie. Mais bon, on le sent, on le sent. Ça, donc je n'y vais pas. Oui, on en refera d'autres tables rondes. Le deuxième élément auquel on a été confronté, c'est effectivement nos concitoyens dans la relation au travail et à leur travail. Et donc aujourd'hui, on parle, et je crois que Georges l'a dit, la crise sociale est à venir et on accompagne déjà des situations très difficiles. Bon, tu l'as dit, Karine, sur la question des CCAS, sur la question des soutiens aux familles en difficulté, sur la question de la scolarisation. On mesure mal encore aujourd'hui les effets de ce confinement sur la question du lien social dans nos territoires, c'est-à-dire des gens qui sont isolés. Et effectivement, on a quand même le sentiment que certaines décisions ont été pensées de Paris sans imaginer que dans les territoires ruraux, on vivait un petit peu différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas d'un côté dire on a besoin des élus pour être les hussards de la République et faire face aux situations, et d'un autre côté, il n'y a eu aucune concertation sur ces questions-là. C'est-à-dire que même, Jacques, tu étais avec moi à ces réunions, et Karine aussi, lorsqu'on était en réunion avec le préfet pour essayer de comprendre ce qui se passait, on nous disait, dès qu'on pose une question, on fait remonter à Paris. Honnêtement, si le rôle de l'État, c'est juste local, de faire remonter à Paris, on peut faire juste une petite visio et ça suffira largement. Et donc, ce discrédit quand même de l'État dans la première phase, et on ne peut pas tout expliquer par la dimension inédite de la crise du Covid, a mis les collectivités face à des situations que l'État, par ailleurs, continuer à accompagner. C'est-à-dire que tout doucement, pour rentrer dans le débat des finances, on est en train de nous dire que nous n'avons plus le levier de la fiscalité des entreprises, de la fiscalité économique. On va nous laisser bientôt que la fiscalité des ménages. C'est une recentralisation en fait. C'est évident que c'est une recentralisation, vu qu'effectivement tout ce qu'on nous dit, c'est qu'on vous compense les pertes fiscales de recettes fiscales que vous aviez, finalement en vous donnant une dotation dont l'État décide par une moyenne que c'est celle-là à l'instant T. Et puis derrière, il y a tout un maillage de modification des finances publiques, c'est-à-dire les départements avaient les dotations de transfert du foncier, d'un seul coup on leur enlève pour en donner un petit peu aux EPCI, et puis la région avait la taxe sur la valeur économique, on leur enlève pour la remplacer par de la TVA, c'est-à-dire qu'il y a une mayonnaise derrière qui est en train de se préparer pour retirer aux collectivités des pans entiers qui leur donnaient une compétence sur les territoires, pour en dispatcher un peu à tout le monde, pour qu'à l'arrivée, plus personne ne soit en capacité
à assumer devant le concitoyen par le vote l'action politique qu'il souhaite mener. Et ça, c'est un mouvement qui était à l'œuvre avant la crise du Covid. Georges en parlera mieux que moi, mais on va dire que ça a démarré il y a quelques années, ça a démarré avec la première réforme sous Sarkozy de la taxe professionnelle. Donc voilà, on peut remonter l'histoire. Mais je pense que tous les gouvernements ont cette tendance. Voilà. Et donc le Covid est venu mettre en évidence plusieurs choses, c'est-à-dire qu'en augmentant nos dépenses, en baissant notre marge sur les recettes fiscales, en empêchant notre capacité à pouvoir assumer nos choix politiques, et heureusement qu'on a le département et la région en proximité qui sont au soutien de beaucoup d'actions, finalement, qu'est-ce qui vous reste ? J'y reviens, que la fiscalité des ménages. C'est-à-dire que vous ne pouvez jouer que sur l'impôt. Donc nous, sur Carbone et à l'EPCI, on a décidé que pour les 2 ans qui viennent, nous n'augmenterions pas les impôts. Ce qui veut dire c'est notre épargne nette, c'est-à-dire notre capacité à investir quand on a remboursé les emprunts, qui, aujourd'hui, devrait nous permettre de participer au plan de relance. Mais si on n'a pas d'épargne, le plan de relance, on ne peut y aller que par l'emprunt ou par les subsides de l'État sur quelques subventions qui sont au compte-gouttes. Donc, quelles sont réellement les marges de manœuvre des collectivités locales sur des projets structurants, me semble-t-il. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez devoir mettre en pause ou en sommeil des investissements que vous aviez programmés parce que votre épargne nette a diminué à cause des dépenses supplémentaires? Bien évidemment, vu que de l'autre côté, on nous donne un pacte de confiance financier pour les grandes communes ou les grandes collectivités, mais pour les petites communes eux-mêmes, c'est-à-dire de ne pas dépasser un taux d'endettement. C'est-à-dire si vous ne pouvez pas financer avec l'épargne et qu'il ne vous reste que l'endettement, et l'endettement dégrade votre capacité à respecter vos enjeux financiers. Donc là, il y a un équilibre très complexe pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas de débat avec l'État. Pour faire simple sur Carbone, l'impact Covid, c'est pratiquement 200 000 euros à l'instant où je parle. C'est 2/3 de notre épargne en année normale. Et sur la communauté la communauté, on est à peu près autour de 500 000 euros dans les aides qu'on a accompagnées avec la région. Et là, on est sur pratiquement 50% de notre épargne nette, vu qu'on fait en général un résultat d'épargne autour d'1 million d'euros que l'on peut réinvestir derrière. Donc vous voyez, l'impact, il est quand même relativement important. Donc c'est vrai on pourrait rentrer en détail, on a mis avec l'aide du département et de la région, des mécanismes d'accompagnement des communes pour le PCI ou des acteurs économiques sur les territoires, parce que les questions, elles se posent en proximité. Les gens, ils viennent voir en proximité l'élu pour savoir comment accompagner ces décisions. Donc voilà, dit rapidement sur les enjeux, mais je pense qu'on y reviendra. Mais moi, le grand souci, c'est qu'aujourd'hui, les leviers de l'élu sur le territoire pour engager la crise que l'on va devoir traverser, économique, sociale et environnementale, ils sont pour le moins grippés à l'heure actuelle. Alors, à vos côtés, Olivier Livrosé, je ne sais pas s'il va réussir à dégripper, mais en tout cas, je sais que vous êtes directeur territorial à la Banque des Territoires d'Occitanie. La Banque des Territoires, c'est l'un des interlocuteurs privilégiés des collectivités, et vous avez des instruments, des outils financiers que vous avez fait évoluer, notamment pour vous adapter un petit peu à cette crise. Quel soutien vous pouvez apporter à ces communes, on le voit, qui ont une épargne nette qui diminue parce que des dépenses supplémentaires, alors qu'on leur demande de participer au plan de relance, on leur demande d'investir dans des infrastructures pour participer à la relance de l'économie. Est-ce que vous avez les bons outils pour les accompagner ? Alors, les bons, je ne sais pas. On va essayer d'en discuter et voir comment ils sont reçus. En tout cas, d'abord, en préambule, je voudrais, puisqu'on a jeté un regard sur cette année qui vient de s'écouler, déjà, et à travers les personnes qui sont autour de cette table, saluer l'effort des élus qui fait qu'on est en ce moment en train de discuter avec des perspectives qui ne sont pas simples, mais les concitoyens et toutes les personnes ici ont pu vivre peut-être mieux en France que sur d'autres pays grâce aux effets d'amortisseurs et à toute la structure de la puissance publique qui s'est mise en place. Et vraiment, voilà, c'était pas simple. Dans les mesures d'urgence, on a parlé des masques, on a parlé du gel hydroalcoolique, etc. Alors la Caisse des dépôts, c'est un établissement public, ça dépend sous la surveillance du Parlement, et sa marque pour l'action, c'est la Banque des Territoires. Nous, qu'est-ce qu'on a fait dans les premières mesures d'urgence ? Et après, je répondrai quand même à votre question, parce qu'elle est essentielle. Mais en tout cas, dans les premières d'urgence, on a fait un peu ce que tout le monde a fait, c'est-à-dire... Allez, vous ne pouvez pas payer, vous êtes arrêté, on va différer les paiements, les remboursements d'emprunts, différer les loyers, différer les différentes sommes qu'on s'attendait à percevoir. Ça, c'était les mesures d'urgence et on s'est adressé à nos clients, les organismes HLM, les EHPAD assez souvent, les professions juridiques. Les communes aussi ?
et les communes qui ont assez peu mobilisé cette dimension-là. Il y en a eu quelques-unes, il y en a eu de mémoire une en Haute-Garonne, c'était pas très, très nombreux à ce moment-là. Là où on agit, et on a un établissement qui est dans le long terme, et je réponds à votre question. Dès le sortir du confinement, ça devait être le 11 mai si j'ai bonne mémoire, mais on s'est mis à réfléchir, et même avant, dans des hautes sphères, à la suite. La suite, c'est le plan de relance, c'est France Relance. Et dans ces moments-là, très vite, le 28 mai, on a accompagné les initiatives locales dans une démarche adaptative. Ce n'est pas la même chose en Occitanie que ce qui est fait en Hauts-de-France, mais on a adapté, on a suivi, on y reviendra peut-être, sur des fonds de soutien à l'économie. Et puis, en septembre, dans la démarche France Relance, on a voulu, et c'est peut-être là, en tout cas on l'espère, une modalité de soutien qui sera porteuse d'amortissement, parce que voilà, il faut dire les choses clairement, ça n'a pas été facile en 2020, pardon, je ne vais pas faire un oiseau de mauvais augure, mais on suppose que ça sera plus dur en 2021 et sans doute malheureusement dans une large mesure en 2022. Donc c'est là où tous les leviers d'amortisseurs, la puissance publique, la capacité à agir des collectivités, des EPCI, du département, de la région, enfin bref, de toute la structure, sans oublier l'État évidemment, et sera mise en œuvre, enfin, doit être mise en œuvre et sans doute mise en œuvre très vite. Pour répondre à votre question, on a et on propose en ce moment, et on continue à le faire, on va recommuniquer dessus, je crois, dès la semaine prochaine, mais on propose du financement. C'est notre métier, donc on ne va pas se mettre à proposer. Vous êtes des banquiers quand même. Oui. Voilà, on essaye de le faire assez globalement. Ce qu'on a voulu mettre, c'est un plan de relance qui va mobiliser d'une part nos fonds propres. Et alors là, on va faire pleuvoir les milliards. Pardon, excusez-moi, mais en ce moment, c'est beaucoup la mode. Mais dans le plan de relance, la Caisse des dépôts, ça met 26 milliards de fonds propres, majoritairement sur le logement, le soutien aux entreprises, beaucoup avec BPI, et la transition écologique et énergétique. Donc là, on met ces fonds propres-là, et en plus, on met du prêt. Et sur le prêt, pour le dire simplement, on pense sincèrement que les collectivités locales ont un rôle majeur de l'investissement. Alors, je voudrais dire, et pour ne pas être trop long sur le sujet, quand même quelque chose qui me semble assez fondamental, c'est qu'avant même la crise, et effectivement, les moyens des collectivités locales, c'est une bonne source. C'est la Banque Postale, filiale de notre filiale, La Poste, qui a sorti ça. Le mandat qui vient de s'achever du bloc communal a connu une baisse d'investissement de 6% par rapport au mandat précédent. Et ça, c'était avant Covid, très majoritairement. Donc du coup, on a vraiment cette vision que les finances publiques ont eu un effort d'assainissement très marqué et que ça leur permet d'investir. Donc vous dites, là, il y a des marges de manœuvre pour pouvoir investir aujourd'hui ? On espère pouvoir optimiser ces marges en disant, effectivement, il n'y aura pas beaucoup, il n'y a plus d'autonomie fiscale ou très peu, mais on peut emprunter, si on emprunte plus long, si on emprunte pas cher et plus long, on fait plus de choses et on peut les faire davantage maintenant que de les lisser sur tout un mandat, voire des... Donc en gros, quand vous dites plus long, la maturité de la dette que vous proposez aujourd'hui, elle peut aller jusqu'à quelle durée ? Alors, le plus long, je le cite assez souvent, sur certains cas particuliers, c'est 80 ans. 80 ans. Et en moyenne ? Et c'est le moyenne, dans la partie longue, c'est 40. D'accord. Et on fait régulièrement, alors pour nous, 20 ans, c'est court, faut le dire simplement. Et on pense que sur certains objets, typiquement, on peut parler des ponts. Il y a tout un sujet, on vient de fêter un tragique anniversaire, ou des collèges, mais l'un comme l'autre, voilà, le pont qui s'est écroulé, il était construit en 1930. Donc l'amortir sur 40 ans, où est le problème ? Un métro, le métro de Paris, 100 ans après, ça marche encore. La plupart des dépenses sont encore en état. Donc, ce qu'on pense et ce qu'on propose aux collectivités, c'est de sortir du je m'endette le moins possible et le plus court possible. En fait, vous dites qu'en s'endettant plus longuement, on peut faire davantage en termes d'impact. C'est ça. Exactement. Georges Méric, vous vouliez réagir après Karine Traval-Michelet ? Oui, rapidement.
Moi, simplement, je demande que l'État nous paye ce qu'il nous doit. Je vais vous donner un seul exemple. Allez-y. Dans les 35 millions du Covid-2, il y a 20 millions pour le RSA supplémentaire. Normalement, le RSA devrait être payé à 100% par l'État. En Haute-Garonne, c'est 60-40. 60 l'État, 40 le département. C'est comme ça. Bon. Mais sur les 20 millions que nous avons rajoutés, c'est 100% département. D'accord. Alors, si nous accordez 60% d'une douzaine de millions, voyez, Vous prendriez. on prendrait. Voilà. Et il se fait attendre. Ça se fait attendre. Et ça serait normal. Parce que le Covid a créé 10% de plus pour l'instant. Oui. Parce qu'en fait, vous attendez quand même... Si toutes les augmentations de RSA, c'est 100% le département, ça va amputer lourdement les possibilités. Mmh. D'autre part, je dis à monsieur, oui, on va reconstruire un pont. Il y en a pour une quinzaine de millions. Très bien, merci. 80 ans, c'est très bien. Et dès 2021, on va construire aussi 4 collèges. Et c'est la première fournée de 14 collèges en 5 ans. Ah oui. Donc, vous voyez, préparez l'échiquier. Parfaitement d'actualité. Mais merci beaucoup. Vous savez, la dépêche, on est là pour se faire rapprocher d'autre les part, interlocuteurs. Sur le plan de relance, ce sont des chantiers immédiats. Oui. Je vais citer deux autres chantiers pour que monsieur ait l'information en direct. Par exemple, l'ascenseur Valéen à Super-Bagnères, en gros 18 millions d'euros. Merci. Et les voies cyclables, nous allons attaquer 53 millions de voies cyclables sur 4 ans. Eh bien, vous voyez, on les attaquera en 2021. Il y a de quoi faire avec un peu d'argent. Mais visiblement, vous avez des projets. J'ai entendu que la Banque des Territoires avait des milliards, alors vous allez peut-être pouvoir trouver un arrangement. Karine Traval-Michelet, alors est-ce que la dette, c'est une solution pour les collectivités, même la dette longue? Je voudrais réagir effectivement sur deux choses. On s'est tous posé la question, parce qu'il faut quand même rendre aux maires et aux élus locaux ce qui leur revient. Ce sont de bons gestionnaires. Et ce que nous avons déjà vécu dans le mandat précédent l'a démontré. Parce qu'on a quand même vécu, on le sait, à partir de notamment 2014, déjà des baisses qui étaient assez structurantes. On a démontré notre capacité à rétablir des équilibres, à travailler avec beaucoup de rigueur. Georges Méric le rappelait. Et donc là, on s'est tous posé la question de savoir ce qui arrivait, c'est-à-dire les chiffres qu'on vous donne aujourd'hui liés à la crise Covid. Est-ce que c'est conjoncturel et finalement on va retrouver rapidement nos équilibres, ou est-ce que c'est structurel? On aurait pu répondre finalement c'est conjoncturel. Mais là-dessus, et ce n'est pas mon collègue qui va me démentir, est venue en deuxième lame la réforme globale, je dirais, de la fiscalité et la perte des capacités des communes, je parle pour les communes en l'occurrence, mais chacun pourra retraduire pour son niveau de collectivité. Et c'est la deuxième lame qui arrive sur cette crise sanitaire et qui se transforme aussi pour les collectivités en une véritable crise financière, avec cette réforme de la fiscalité, avec des annonces nouvelles très récentes, baisse des impôts de production pour les entreprises. Très bien, ça vient d'arriver. Là, dans le cadre de la relance. Il y a 3 mois, on n'était pas au courant de ça. Mais du coup, là aussi, on enlève une forme d'autonomie et de possibilité pour les municipalités, pour les communes, voire même pour les EPCI, de retravailler leur rapport, y compris politique, avec les contribuables même économiques, sur la question de la taxe foncière. Ça pose un problème politique. Donc ce qui aurait pu être conjoncturel, lié à la crise du Covid, va devenir structurel. Merci Monsieur Livrosé, qui est un de nos partenaires également à la ville de Colomiers, donc je ne vais pas non plus le démentir sur certaines choses, mais quand même, quand nous construisons une école, alors il y a les chantres déjà de la dette zéro, donc ça il faut oublier, on est d'accord avec ça, mais on ne va pas l'amortir sur 40 ou 50 ans, parce qu'on obère, si on le fait, la capacité des générations futures à réaliser, elles aussi, leurs propres investissements. Donc on ne va pas évidemment emprunter sur une durée d'un mandat, on va aller bien sûr plus loin, mais enfin il y a une limite. Alors quand on emprunte pour réaliser un pont, je le comprends, pour une ligne de métro, je le comprends,
quand nous sommes beaucoup plus modestes, vous savez, les collectivités, nous faisons des investissements liés à la proximité, une crèche, une école, un gymnase associé au collège que va réaliser le département. Nous allons faire les gymnases, ça nous revient souvent. Donc ce sont là des investissements de proximité qui n'ont pas évidemment la même échéance, notamment en termes d'amortissement et donc de dette, que ce que disait M. Livrosé, j'en suis désolé. Donc on doit aussi gérer avec cette idée de ne pas obérer la capacité des générations futures à réaliser leurs propres projets. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos successeurs ? Il faut être sérieux là aussi. On donnera la parole à Olivier Livrosé pour répondre. Jacques Auberti, vous vouliez réagir ? Oui, alors peut-être 3 éléments que demandent les maires aujourd'hui au gouvernement. Le premier, c'est faute d'obtenir effectivement le retour légitime de l'État sur les dépenses qui ne relevaient pas de nos compétences, qui sont des compétences régaliennes. Est-ce que là, vous avez obtenu des assurances de l'État qui allaient avoir une ligne de dédommagement pour les masques, les gels ou pas ? Je vous donne juste l'ordre de grandeur. Au niveau association des maires, nous avons évalué à 6 milliards les dépenses des communes, des territoires, pour effectivement pallier la carence de l'État. Et l'État, aujourd'hui, nous propose entre 300 et 600 millions d'euros. Ah oui. Donc vous voyez que le compte il reste du chemin. Mais à la limite, pourquoi pas si l'État, du coup, intervient autrement pour nous aider, justement pour éviter cet effet de ciseaux. Comment pourrait-il le faire ? Eh bien, il pourrait le faire peut-être en attribuant quelque part des aides dans le cadre du plan de relance qui seraient bien au-delà de ce qu'il propose aujourd'hui, qui plus est avec des inégalités territoriales extrêmement importantes. Vous avez des départements où la contribution de l'État pour développer des grands projets d'investissement est de l'ordre de 30%, alors que d'autres, c'est du 50 ou du 60%. 50 ou 60%, ça permet effectivement de passer le cap et donc de réaliser sous la forme d'une commande publique et donc de relancer effectivement la machine économique, et vous, particulièrement AMF, sur le BTP. Vous avez porté ce message auprès de l'État. Est-ce que vous avez des réponses déjà ou pas ? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Je pense que nous n'en aurons pas de sitôt. Et cela se heurte d'ailleurs à une problématique, c'est qu'il n'y a pas forcément d'égalité aussi entre les territoires. Et que, comme je vous le disais, certains préfets, en fonction des dossiers qu'ils ont, vont pouvoir aider beaucoup plus. Mais nous sommes sur un territoire extrêmement dynamique avec de l'accueil de population. Et là, nous partageons en quelque sorte la même somme, alors qu'il faudrait qu'il y ait un effort de l'État plus conséquent sur nos propres territoires. Le deuxième élément, c'est l'alternative. On vous dit effectivement que l'État aujourd'hui n'a pas choisi la bonne formule, notamment sur l'autonomie fiscale, la perte d'autonomie fiscale des collectivités, sur le fait de diviser par 2 l'impôt foncier économique, la cotisation foncière des entreprises en dégrévant, voire même pour le secteur industriel, en bloquant en quelque sorte les valeurs locatives. Alors qu'il y avait la possibilité pour l'État d'intervenir par ailleurs, par exemple sur les charges du personnel. Et auquel cas, nous aurions gardé nos marges de manœuvre, notre autonomie, et pourtant les entreprises auraient été de la même façon. Donc il y avait des alternatives. Mais il y avait des choix possibles. La sourde oreille. Et puis le troisième élément, sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, tous les territoires sont touchés. Les territoires les plus urbains, mais aussi les plus ruraux. Et pour relancer la machine économique sur tous les territoires, il faut bien évidemment que les collectivités agissent pleinement en proximité. Et donc l'iniquité territoriale que l'on constate, finalement, ne joue pas pour cette égalité des territoires en matière de relance économique. D'accord. Denis Turel. Oui, non, juste pour rebondir sur les propos de M. Livrosé. On est quand même dans un hiatus public. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit augmentez votre endettement, allongez-le, ce que ferait n'importe quelle entreprise, ce qui est logique. Et en même temps, on nous dit finalement, vos ressources, vous ne les maîtrisez plus, vous aurez des dotations en complément. Moi, je ne sais pas comment on fait. D'autant que votre problème, c'est que les dotations ne sont pas actualisées, en fait. Elles ne sont pas actualisées, on perd tout le dynamisme, mais surtout, elles ne répondent pas à ce qui est posé sur la question de la diversité des territoires.
sur la communauté de communes du Volvestre, la plus grosse commune Carbone 6 000 habitants, la plus petite Mayolass 50 habitants. Vous comprenez bien que si Mayolass doit s'endetter pour faire un projet, s'il n'a pas l'aide du département, de la communauté, ils ne font rien pour ses habitants. Et pas de transport, pas de mobilité, pas d'intermodalité. Donc ce débat qui nous mettrait dans une logique qui est allonger la durée au-delà de la question d'obérer pour les générations futures la capacité à investir et de ne plus avoir le rapport du vote de l'électeur sur les projets menés, c'est effectivement que derrière, dans une collectivité, on n'a pas 15 000 leviers pour financer, on en a 4. Moi, j'en connais que 4. Il y a la question de l'épargne, c'est-à-dire notre capacité à générer du résultat pour investir, peu importe les durées. Il y a la question de la subvention, mais qui est géré de manière annualisée par l'État, donc qui ne nous permet pas de faire des plans d'investissement pluriannuels, parce que si c'est ça le modèle, qu'on nous permette, le département le fait avec les contrats territoires, qu'on nous permette d'avoir une vision prospective que l'on a du territoire, mais qu'on ne nous ramène pas à chaque fois au couperet qui a un projet intelligible que s'il a été déposé en ayant atteint l'avant-projet sommaire, c'est-à-dire que le travail de l'architecte, pour qu'il soit budgété, ce qui veut dire qu'on ne peut plus avoir aucune perspective, que chaque année on peut passer un projet limité à 300 000 euros, 500 000 euros si c'est une école. Quand vous faites des gros projets d'investissement, vous structurez comment votre subvention sur de la durée, comme vous le dites. Le troisième levier, il est relativement clair, c'est l'endettement, c'est-à-dire jusqu'où on va par rapport à une population. Donc que l'État arrête de classer les communes sur leur endettement, comme si quelque part il y avait des bons élèves qui étaient peu endettés, des mauvais élèves qui étaient très endettés, sans tenir compte de la diversité des territoires. Il est évident que le territoire où je suis, si demain j'investis sur la mobilité pour les territoires qui sont éloignés des axes principaux, ça va avoir un coût. Et c'est de l'intérêt général. Et le dernier levier, c'est le temps. Et donc aujourd'hui, tout ce que peuvent faire les élus, c'est jouer sur le temps pour décaler les investissements par rapport à l'intérêt. Et la crise du Covid vient nous réduire ce levier temps et nous ramener dans, j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, dans la nasse d'un manque de visibilité. Mais ce gouvernement fait la preuve de beaucoup de manque de visibilité pour les collectivités dans cette question d'investissement. Donc moi, je suis prêt à suivre les propos de M. Livrosé dans une logique très bancaire et très bancaire publique, mais auquel cas, il va falloir que derrière, au niveau de l'État, il y ait une prise en compte des collectivités et des territoires si on est là pour servir l'intérêt général. Mais ça, les élus, nous, on le sait. Alors, Olivier Livrosé, oui. Allez, je suis heureux d'avoir suscité quelques réactions. Vous avez vu, hein. C'était un peu le but. Mais en même temps, pour lever une ambiguïté, et puis vraiment aller dans le sens de ce qui est dit sans doute, pour employer de changement de paradigme qui va s'imposer à tous et qui a déjà commencé à s'imposer. Les niveaux d'endettement nationaux, je parle au niveau des États, mais l'Europe consolide l'ensemble des dettes publiques, atteignent des niveaux qui étaient jugés horrifiques il y a encore moins d'un an de ceci. Donc il faut espérer que dans cette cohérence-là, on ne traite pas les collectivités ou les finances publiques locales comme des mineurs incapables en leur disant vous devez être parfaitement vertueux et faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et voilà, je le dis parce que ça me paraît une forme de Vous cohérence. plaidez pour un parallélisme des formes, en fait. Hein. Voilà, Ouais. mais parce que déjà c'est le cas, en fait. Probablement qu'il n'y aura pas beaucoup de choix. Et pour dire des choses, alors je ne voudrais pas être le pouce au crime, mais effectivement, on ne va pas rentrer dans les choses techniques, mais tous les investissements immobiliers, il y a des durées d'amortissement qui sont plus ou moins longues selon les composants, parce que c'est le terme, excusez-moi. Donc du coup, effectivement, on voit des écoles qui datent du 19e, les murs sont encore en place, la toiture a dû déjà être faite au moins 5 ou 6 fois, et un certain nombre d'équipements refait encore plus longtemps. Donc c'est pas pour dire on va tout investir et finançons tout sur 50 ans, parce que comme ça on pourra faire plein de choses, y compris des choses inutiles. C'est bien de proportionner les durées, mais aussi penser que il y a des choses, il y a peu de raisons de les amortir trop courtes. Je reviens sur le sujet tout de même des choix qui sont faits et de ce que constitue vis-à-vis des générations futures. Vous parliez des écoles, effectivement, on voit bien, les jeunes souffrent probablement plus que des adultes dans la crise actuelle, et peut-être que c'est une partie de leur avenir qui est mise en jeu plus fortement, parce que ces années-là sont charnières. Donc avoir toutes les structurations scolaires qui permettent de les accompagner le mieux possible, et les équipements, on étudie bien dans des lieux aussi, donc c'est quand même quelque chose d'investissement pour l'avenir. Je redis aussi autre chose, il y a un peu plus d'un an, en octobre, ça me semble une éternité, de 2019, j'avais le plaisir d'être
à l'Assemblée générale AMF. Et j'insistais un peu, je tenais, désolé, le même discours à peu près, mais en disant il y a une urgence, elle est climatique. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a le Covid que l'urgence climatique a disparu. Et du coup, je permets de le dire, on a vraiment travaillé très fortement avec l'Europe, souvent dénigrée, mais qui apporte aussi beaucoup de finances, avec la Banque européenne d'investissement, pour pouvoir financer, cette fois sur des durées plus courtes, mais tous les investissements publics qui ont des caractéristiques, disons, vertueuses en termes de bas carbone et stratégie nationale bas carbone. Que ça soit, vous le citiez, la mobilité décarbonée, que ça soit la production d'énergie renouvelable, que ça soit, et surtout, parce que c'est là le levier sans doute central, la réhabilitation thermique des bâtiments. Et voilà, donc pour être trop non plus béat, mais en tout cas, il y a des raisons d'espérer aussi. Il y a des choses qui peuvent se faire. On est aussi là pour regarder vers l'avenir. Alors, Georges Méric, le premier confinement a fait baisser les ventes immobilières et vous, au titre des droits de mutation à titre onéreux, vous avez vu également vos ressources diminuer d'autant. Denis Turel me disait, quand on préparait ce rendez-vous, que les collectivités vont devoir accompagner cette crise sur la durée, peut-être 2, 3, 4 ans, parce que les effets vont durer. Est-ce que vous vous attendez, vous aussi, à des budgets compliqués, parce qu'on risque de rentrer dans une crise économique qui va être durable et qui va affecter durablement les finances du conseil départemental? Moi, j'ai une lisibilité 2021. 2022, déjà, c'est un problème pour faire une belle prospective. C'est assez hasardeux, je dirais. C'est vrai. Parce que sera 2021? Si c'est en 2020 bis, on aura vraiment des problèmes à la sortie. Si à la mi-2021, nous avons à la fois la possibilité de vivre normalement, entre guillemets, et qu'une reprise que nous avons presque connue dans cet été repart, on peut envisager un meilleur traitement. Donc la lisibilité, pour moi, elle est très courte aujourd'hui. Et d'autre part, que va être le tsunami par rapport au RSA, par exemple? Et puis d'autre part, il y a des injustices qu'il faut corriger immédiatement. Le RSA n'est pas possible pour les 18-25 ans. C'est aujourd'hui une ineptie. Parce que ces gens-là ne peuvent plus vivre. Donc il y aura des demandes supplémentaires à asseoir, notamment sociales, et puis des rentrées fiscales qui sont hasardeuses aujourd'hui. Alors nous, on a la capacité sur 2021 d'avoir un budget équilibré et réaliste avec un investissement fort encore. Aujourd'hui, cette année, on aura fait 220 millions d'investissements. 2020, on va le plafonner à 200 millions, 220-200 millions. Bon, certainement qu'on va s'endetter un peu plus parce qu'on n'est pas du tout endetté. Après 2022, moi, je ne peux pas vous en parler réellement, quoi. Difficile de se Parce projeter au-delà. On va être dans un autre monde. Et l'État et les collectivités devront se réunir pour penser l'avenir. Parce que dans ce pays, c'est l'État qui est déficitaire. Nous, les collectivités, on est obligés d'avoir des budgets équilibrés et réellement équilibrés. Donc, je ne sais pas pour devenir déficitaire, mais quand même, il faut quand même, sur certaines mesures qui nous appliquent, peut-être il faudra qu'ils se réforment aussi. Très bien. Peut-être encore quelques échanges et je rappelle à nos internautes qu'avec l'interface, si vous voulez poser des questions, on va passer aux questions-réponses. Vous la posez dans le petit onglet questions-réponses, ce qui vous permettra, qui nous permettra de voir vos questions, puis on en sélectionnera quelques-unes pour nos intervenants ce soir. Alors, Jacques Auberti, on a fait un tour de piste assez global, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vision d'élus de différents niveaux de collectivité, tantôt urbain, tantôt rural, tantôt départemental. Ce grand dialogue avec l'État que les collectivités, visiblement, appellent de leur vœu, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir lieu avant l'élection présidentielle, puisque la vie française et politique est rythmée par cette satanée élection présidentielle? Alors, je formulerai la question un petit peu différemment. Au-delà du fait que nous pouvons penser qu'il peut avoir lieu, nous sommes convaincus qu'il doit avoir lieu. Il doit avoir lieu. Il faut que la question de l'autonomie des collectivités, quelle qu'elle soit restituée
aux collectivités. Est-ce que vous pensez elles-mêmes. qu'on peut revenir en arrière, puisque Georges Méric ou Denis Turel disaient ça a démarré sous Nicolas Sarkozy. On voit que c'est un mouvement un peu avec un effet de cliquet. Est-ce qu'on ne revient jamais en arrière? Est-ce que vous espérez que l'État peut revenir sur certaines dispositions? Alors sur les dispositions dont nous venons de parler, bien évidemment, D'accord. cela nous semble nécessaire. Pourquoi? Parce que sur beaucoup de sujets, les territoires sont incontournables. Si on prolonge le sujet de la crise sanitaire, bientôt arrivera, en tout cas on l'espère, la vaccination. Exact. Comment voulez-vous que l'ARS, l'État, puisse organiser la vaccination sans les territoires? De la même façon qu'à un moment, le Conseil de l'Ordre ou l'ARS devait organiser des centres Covid. Il ne peut le faire sans les territoires, sans les élus locaux, sans l'action du département. Et d'ailleurs, heureusement que le département est là. Ça veut dire des dépenses supplémentaires à venir pour la vaccination? Si vous devez mettre Mais en bien place des logistiques... Bien sûr, des locaux, de la personnel, désinfection, de la sécurité, de la circulation, etc. Bien entendu. Mais cela va concerner aussi bien d'autres sujets. L'État actuellement prépare une nouvelle loi qui s'appelle la loi 3D, dont d'ailleurs André Léniel disait qu'elle manquait de relief, c'était un peu une boutade. Cette loi 3D va viser à mieux accompagner les collectivités territoriales. Donc comment voulez-vous d'un côté que l'État ait cette position de mieux accompagner les collectivités territoriales dans le rôle qu'elles jouent, et en même temps qu'on puisse leur enlever cette autonomie? Nous sommes dans une contradiction profonde. C'est pour ça que nous croyons beaucoup à la nécessité de restaurer ce dialogue qui existait sous des gouvernements précédents. Sans doute, celui-ci est-il dans deux difficultés. La première, c'est une vision assez jacobine de l'État, mais la deuxième, c'est la première assemblée où il n'y a plus effectivement cette question du cumul des mandats, et donc souvent des parlementaires, et particulièrement des députés, qui ne savent pas ce qu'est le mandat local. Et donc il faut absolument restaurer ce dialogue, voire même l'amplifier, pour faire que les décisions nationales, les lois qui suivront, soient aussi conscientes du rôle que jouent les élus locaux sur leur propre territoire. Ce que vous nous dites, c'est qu'il manque d'élus des territoires, soit au gouvernement, soit dans les ministères, pour essayer de prendre mieux en compte les réalités du terrain. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et pourtant on nous avait annoncé un nouveau Premier ministre très proche des territoires. Il faut dire que l'ancien était tout aussi proche, puisqu'il avait été maire. Mais en fait, c'est plutôt une question de politique générale, plutôt sincèrement que d'élus à proprement parler. C'est une question de vision de l'avenir. D'accord. Alors, on va regarder si des questions sont arrivées. Si on peut afficher peut-être... voilà. Alors, bonsoir. Est-il opportun que la CFE continue d'augmenter année après année la CFE, contribution foncière des entreprises, avec la révision des bases locatives et des taux votés à la hausse alors que les entreprises sont en grande difficulté? Alors, qui veut répondre à cette question? C'est vrai que la CFE, ça fait partie des impôts de production que le gouvernement a identifiés. Est-ce que il faudrait modérer la hausse, geler, temporiser? Alors peut-être un premier élément de réponse, et puis bien évidemment mes collègues compléteront. En fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le mouvement général. La cotisation foncière des entreprises est basée effectivement sur les valeurs locatives des locaux professionnels, dont l'évolution est fonction de l'évolution des loyers. Ça n'est pas une évolution artificielle telle qu'elle était pratiquée avant. Depuis maintenant plusieurs années, il y a eu la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels. Donc, les valeurs locatives évoluent en fonction, effectivement, du loyer, donc quelque part en fonction de l'évolution générale des prix. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes les entreprises ne sont pas en difficulté. Pourquoi, à un moment, limiterions-nous l'évolution de l'impôt pour des entreprises qui vont bien? Il vaut mieux, à notre sens, avoir une évolution générale avec cette autonomie fiscale dont nous parlions, mais des mesures qui soient extrêmement ciblées pour aider les entreprises qui en ont besoin. Et donc, c'est ce que nous prenons en fait dans nos propres démarches. Il ne faut pas considérer que les impôts
quelque part, sont un mal, ils sont là aussi pour notre vie en société, pour le développement économique, le développement des zones d'activité, l'appui aux entreprises, et donc pour réaliser presque, j'allais dire, plus de business, et donc que les entrepreneurs eux-mêmes puissent se développer. Karine et Denis Turel. Juste un mot pour abonder dans le sens de ce que dit Jacques. On a le sentiment avec cette question qu'on va opposer finalement le soutien aux entreprises et la capacité ou l'autonomie revendiquée des collectivités territoriales. Or, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, parce que les entreprises, elles ont aussi besoin d'investissements publics. Elles ont besoin des intercommunalités pour les mobilités, on en a parlé tout à l'heure, pour leurs salariés, l'attractivité du territoire pour une entreprise et pour accueillir aussi ces populations qui viennent travailler. Je dis souvent aux chefs d'entreprise, ceux qui sont vos salariés pendant leur temps de travail sont nos administrés, ils viennent chercher aussi une qualité de vie. Il faut construire du logement, il faut équiper nos communes. Et pour ça, il nous faut des moyens. Et ces entreprises qui sont accueillies sur nos territoires, elles participent à ces moyens. Et donc, il ne faut pas opposer ces deux blocs que seraient l'entreprise privée qu'il faudrait aider et les collectivités territoriales qu'il faudrait laisser s'écrouler parce qu'elles demanderaient effectivement une contribution. Ça complète un peu ce que dit Jacques. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Denis Turel et Olivier je partage complètement. Un territoire qui vit bien aujourd'hui et qui investit, c'est un territoire qui arrive à trouver un équilibre entre la fiscalité des entreprises et la fiscalité des ménages. Voyez les territoires où il n'y a pas d'entreprise, c'est des territoires en crise, en difficulté, parce qu'il n'y a pas de capacité de développement. Et aujourd'hui, il faut que les entreprises comprennent que par cet impôt, il n'est pas normal que ce soit les ménages qui viennent financer le développement de l'entreprise. Je prends juste un chiffre, parce qu'on en parle. Les 4 grandes surfaces sur le territoire où je suis ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de pratiquement 40% en l'espace de 6 mois. Il est normal que leur impôt augmente derrière sur les contributions. Parce qu'aujourd'hui, elles ont eu le bénéfice, tout en bénéficiant par ailleurs de chômage partiel pour certaines catégories de salariés. C'est-à-dire qu'il y a des incohérences à ce niveau-là. Alors qu'en même temps, il y a des commerces qui ont été fermés pour différentes raisons, ce n'est pas le sujet, ou des artisans qui n'ont pas pu travailler. Donc nous, on a exonéré de CFE au niveau de la mairie, au niveau de la communauté, les entreprises qui ont été fermées. On a exonéré de la redevance spéciale, c'est-à-dire la collecte des ordures professionnelles, les entreprises qui étaient fermées. Par contre, celles qui étaient ouvertes, elles vont payer leurs taxes. Et donc ça, on ne l'a pas encore chiffré, mais c'est des coûts très importants. Alors, on est capable en proximité, mais des fois, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le droit, du point de vue de la DGFiP, à avoir ces mécanismes. Mais on est capable de trouver des mesures intelligentes comme ça de proximité, parce qu'on est tous d'accord que c'est de l'argent public, donc il n'est pas question de faire n'importe quoi. Et vous l'avez dit tout à l'heure, moi je siège au CFL depuis un mandat, au Comité des finances locales. Comité des finances locales. Je veux dire, il est prouvé dans tous les rapports de la Cour des comptes depuis 6 ans que c'est l'État qui est en difficulté financière et qui crée la dette, pas les collectivités locales dans le mode de gestion. Et je pense qu'il faut le rappeler. Donc cette question des bases, ça fait des années que les élus locaux demandent une révision des bases plus intelligente. On la voit toujours pas venir, alors qu'elle a été promise, je ne veux pas revenir à lui, mais déjà sous Sarkozy. Olivier Librocé. Oui, je voudrais revenir et abonder dans le sens vraiment de la question qui peut avoir, alors je ne sais pas dans l'esprit de celui qui l'a posé, mais il y a quelque chose d'un peu gênant de l'idée de super, il y a des entreprises vertueuses qui sont en difficulté, qu'il faut absolument aider, et puis tout le reste, tout ce qui fait la puissance aussi économique de la France, toutes les infrastructures, tout le logement, toutes ces choses-là, c'est second, et ça serait bien que ça ne soit pas financé. Si on pouvait ne pas avoir d'impôts, ça serait absolument merveilleux. Et pour le coup, je voudrais pointer sur 2 sujets. Un, on l'évoquait juste avant, effectivement, le numérique et la couverture numérique, y compris pour les entreprises, y compris pour les petites, y compris pour le commerce. On voit bien que ça devient un élément essentiel de la capacité à développer à la fois de l'économie, puis aussi de l'inclusion numérique, parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Il y a encore trop de nos concitoyens qui souffrent d'e-électronisme. Mais le deuxième sujet, il me paraît essentiel. On travaille, mais on habite aussi quelque part. On va avoir plus de pauvres en France. Enfin, il y a déjà la Fondation Abbé Pierre qui l'a porté. Le chiffre des 300 000 personnes sans abri, c'est massif. Quelque part, on peut penser que c'est scandaleux. Et du coup, il y a vraiment une logique de travailler sur le logement.
reproduire davantage de logements en France. Enfin, ça fait des années, et alors avec la crise, c'est pire que tout, où on ne produit pas assez de logements. Et je dis ceci parce qu'il n'y a pas que des salariés, quoi. Les salariés, ils vivent, ils habitent. Et il faut, et notamment pour les plus pauvres, qui malheureusement seront probablement pas salariés, qu'il y ait une production de logements locatifs sociaux plus forte qu'elle n'est tendanciellement et qu'elle n'est ces dernières années. Je sais que la vice-présidente de Toulouse Métropole a une oreille totalement attentive sur ce sujet. Vraiment, on va arriver dans un effet, là pour le coup, de ciseaux qui risquerait d'être encore plus dramatique. Georges Méric, sur le logement peut-être ? Je rebondis sur la fibre d'abord et le logement. Oui. Sur la fibre, Haute-Garonne numérique, dont le chef de file de département, amène la fibre dans tous les foyers et dans toutes les zones d'activité d'ici 2022. Alors nous aurons 6 mois de retard à cause du Covid, mais elle est là, quoi. C'est 540 millions d'euros d'investis de l'Europe, de l'État, de la région, du conseil départemental et des intercommunalités. Et donc tout le monde s'y est mis et c'est en cours. Le deuxième point qui pose problème, le logement. Oui, il faut du logement social. Mais ce n'est pas la réforme qui a été créée par le gouvernement actuel qui va faciliter la création de logement social. Elle est en train de l'arrêter. Donc, quand on fait des choses comme ça, il ne faut pas dire d'un côté, il faut du logement social et créer une organisation qui empêche l'ensemble de ceux qui s'occupent du logement social de créer du logement social. Alors, peut-être une ou deux questions, parce que l'heure tourne. Est-ce qu'on peut les afficher ? Alors, certaines de vos communes ou communautés de communes devront-elles abonder des projets d'investissement abandonner des difficultés ? Donc, visiblement, est-ce que vous, dans vos communes et collectivités respectives, vous avez mis en pause, vous me disiez oui, Denis Turek tout à l'heure. Disons oui dans la visibilité, comme le disait Georges Méric, que l'on a, c'est-à-dire c'est 2021. Mais bien évidemment, les projets structurants d'intérêt général, on va essayer de les conduire au bout et on sait qu'on aura le soutien déjà du département, de la région pour les accompagner. Parce qu'on ne peut pas d'un seul coup, si les collectivités se mettent à l'arrêt sur l'investissement structurant dans les territoires, les difficultés vont empirer. Donc, je sais qu'on va trouver sûrement des mécanismes intelligents en fonction des capacités des collectivités. Un EPCI, en Haute-Garonne, il y en a 13, elles n'ont pas toutes les mêmes capacités financières d'investissement. Donc là, il y a des mécanismes de compensation qui existent. Mais nous, on est prêt, effectivement, sur le Volvestre, avec le département, de venir un peu plus au soutien des communes par rapport à des projets qui les concernent aussi, en abondant des financements. C'est en fait cette mutualisation publique que Georges a lancée par les contrats territoires. Je pense que c'est le chemin vers lequel on doit aller, parce que c'est ce qui permet aussi d'aller chercher derrière les grands financeurs, les banques, pour arriver à structurer l'investissement. Sinon, si on y va seul, chacun de notre côté, très très vite, on sera en difficulté. On est quand même face à un dilemme politique, on démarre un mandat, on vient de se présenter devant les électeurs, on a fait une campagne électorale avant la crise sanitaire, on a porté des projets, on a cru dans ces projets, on les a partagés avec les citoyens et aujourd'hui, il faudrait en effet dire ça je ne vais pas le faire, ça je ne vais pas le faire. Le gros enjeu, et ça vient d'être dit, pour les maires, les élus dans les communes, plus certainement et davantage certainement que dans les EPCI qui ont des moyens un peu plus importants, c'est d'aller chercher le partenariat financier. En réalité, on se rend compte aujourd'hui que c'est un de nos enjeux majeurs d'aller chercher l'appui du département, d'aller chercher l'appui de la métropole quand on est une ville faisant partie d'une métropole, de la région, d'aller chercher des financements européens, de s'appuyer sur des partenaires financiers qui sont là. Monsieur Livozé en a donné un témoignage. Et ça, c'est une énergie considérable. Et quand on vient nous couper les jambes, comme on est en train de le vivre, c'est une catastrophe politique, en fait. Parce que le citoyen, au bout du compte, ne comprendra pas tout ça. Voilà, on est entre nous, là, on parle un petit peu en initié. Mais comment traduire tout cela politiquement par rapport à nos concitoyens? Un mot de conclusion, Jean Auberti, pour cette première table ronde. D'abord, vous remercier, bien évidemment, remercier celles et ceux qui sont
devant vous. Vous dire que en fait, le vrai enjeu, c'est surtout de ne pas baisser les bras et au contraire, vous savez que dans les situations de crise, l'effort doit être supérieur à ce que nous avons l'habitude de faire. Et donc, il faut bien évidemment garder le moral. Vous avez vu que nous sommes beaucoup plus revendicatifs que démoralisés d'ailleurs, parce que en fait, nous voulons prendre à bras le corps justement ce début de mandat qui est en général chargé d'espoir pour l'avenir. Et donc j'espère que au-delà de ce que nous avons dit, le décryptage sera bien celui-là, faire que les maires, les présidents d'intercommunalité soient mobilisés encore plus que par le passé sur cette question de la relance économique, sur le développement de nos territoires, mais aussi au chevet des citoyens et particulièrement des plus démunis, dont nous savons que dans cette période-là, ils ont réellement encore plus besoin que nous, que d'habitude. Voilà. Très bien. En tout cas, merci à toutes et à tous. Élus que vous êtes, merci à la Banque des Territoires d'avoir porté la parole de la Caisse des dépôts à travers sa marque phare, la Banque des Territoires. Merci encore d'avoir participé à ce lancement du Salon des maires qui se tiendra, je vous le rappelle, en octobre 2021. D'ici là, d'autres rendez-vous digitaux, des webinaires, 2 autres tables rondes viendront rythmer les mois qui arrivent pour continuer à discuter des sujets qui touchent les collectivités locales. Et on sait que les mois qui arrivent vont être au cœur de l'actualité politique et des territoires. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne soirée.